Et donc, les principaux enseignements de votre étude, sachant que la question était « La population est-elle prête ?» Alors, c'est simple, vous appuyez sur le vert et vous passez comme ça à la suivante. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter des résultats sur une enquête qu'on fait pour l'ASN. C'est le baromètre de l'ASN qu'on fait tous les ans depuis 2005. Alors Verian, c'est un nom qui vous dit pas grand-chose. On vient de changer de nom en fait. On était précédemment Kantar Public, précédemment la Sofres il y a bien longtemps. Mais voilà, comme ça vous situe qui nous sommes et pourquoi nous faisons aussi ce baromètre depuis 2005. Alors, ce baromètre, juste un petit point méthodologique. En fait, là, je vais vous montrer les résultats issus de la vague de l'année dernière. Celle de cette année, vous voyez, les terrains, ils ont lieu en novembre, en novembre, en fait. Et donc, il a lieu en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce baromètre annuel? Donc, chaque année, on va interroger un échantillon national représentatif du grand public de 2000 personnes. Donc, vous voyez, c'est un échantillon conséquent qu'on va interroger en face à face. On est resté sur cette méthode-là depuis maintenant 18 ans. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que depuis quelques années, on va pouvoir, on l'a construit cet échantillon de façon à pouvoir faire un zoom auprès justement des riverains d'installations nucléaires. Et donc, dans cet échantillon, on a vraiment scindé en deux les riverains proches, ceux entre 0 et 10 km, et puis les riverains éloignés, on dit comme ça, nous, j'espère que ça ne vous choque pas, de 11 à 20 km. Alors évidemment, vous voyez là, ça représente 13 à 14% de la population à chaque fois, ce n'est pas la réalité, nous sommes bien d'accord. C'est entre 2 et 4% selon la population. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on les a surreprésentés pour pouvoir faire un zoom auprès de ces populations-là, mais bien entendu, on les remet à leur poids réel quand on va regarder les résultats d'ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien représentatif, c'est juste que là, ça nous permet de pouvoir regarder au sein de ces populations-là, sinon on aurait une soixantaine de personnes, c'est totalement insuffisant pour avoir des résultats. Alors, premier grand enseignement en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est que, évidemment, là, dans le contexte de crise énergétique et climatique actuelle, et qu'on connaît depuis 2-3 ans à peu près, il y a un fort regain d'adhésion au nucléaire. Alors, ça avait commencé déjà quand vous voyez ces résultats-là, on leur demande chaque année, est-ce que vous définiriez plutôt comme favorable, hésitant ou opposé à l'énergie nucléaire, et vous voyez que là, on a atteint un point haut l'année dernière, donc vraiment il y a un empile, à 46% de favorables. Depuis 2005, on n'avait jamais eu ce point-là. On est même au-dessus des hésitants qui, vous voyez, bon an, mal an, est toujours autour de 40%. Et puis vous voyez que le niveau des opposés, donc sur la cible grand public, est particulièrement bas, et là on a vraiment un point bas. On n'a jamais eu aussi bas en 18 ans. Et c'est vrai qu'on est évidemment dans un contexte qui est complètement différent. Déjà, juste après le confinement, ont commencé à émerger des questions et tout ce qui tournait autour de l'indépendance énergétique de la France. Et puis au fur et à mesure, et puis les discours aussi, les discours ont changé, les discours politiques aussi ont changé à cet égard. Et on est aujourd'hui sur une opinion qui est majoritairement favorable. Alors, auprès du grand public, mais aussi, bien entendu, auprès de nos riverains. Vous voyez que là aussi, il y a une très grande montée. Et vous voyez qu'elle s'est faite de façon relativement progressive depuis 2020. Et aujourd'hui, on est à plus de la moitié de nos riverains qui se déclarent favorables au nucléaire et surtout, en fait, qui sont de moins en moins opposés. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai un smart device. Ça s'affiche pas, donc c'est pas un problème. Pardon. Je ne vois pas très bien mon écran, du coup. Voilà, vous l'avez mieux là-haut. Oui. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail de façon générale, quels sont pour nos Français
les précautions, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de différentes précautions qui sont prises pour garantir la santé et la sécurité du public. Donc vous voyez, on a testé beaucoup de choses, hein, pas seulement ce qui était lié au nucléaire, mais vous voyez que quand on est au niveau du nucléaire, il y a vraiment 3 niveaux de satisfaction. Il y a tout ce qui va concerner les traitements. Tout ce qui va concerner les traitements médicaux, où on est à des niveaux de satisfaction qui sont somme toute relativement satisfaisants et plutôt dans le haut de la liste, avec, vous voyez, toujours sur nos riverains proches, des résultats qui sont particulièrement élevés. C'est vrai aussi qu'eux, ils sont dans le sujet de façon proche depuis un certain temps. Et puis, le deuxième niveau, ça va être les installations nucléaires, où là, vous voyez qu'on est beaucoup plus mitigé, puisque le niveau de satisfaction, il est à 50-50. Au sein du grand public, il est plus élevé au sein de nos riverains proches. Et puis là où ça pose plus souci, là où c'est plus critique, et ça ne vous étonnera pas, c'est tout ce qui va tourner autour de la gestion des déchets nucléaires, qui reste encore un gros point d'interrogation. Ça, c'est pour poser le contexte général. Et puis, on va regarder maintenant de façon plus précise, au sein des riverains, quelle est leur connaissance des différents comportements dont vous parliez tout à l'heure. Et là, on va s'apercevoir qu'on a vraiment un bon niveau aujourd'hui, plutôt un bon niveau de connaissance et d'acceptation de façon générique de ces comportements. Quand vous posez la question au grand public, mais aux riverains aussi, c'est plus ce qui nous intéresse ici. En cas d'accident nucléaire, est-ce qu'il est important de respecter les conduites à tenir? Vous voyez que là, il y a un consensus très fort. On est quasiment tout le monde, et c'est très stable depuis un certain nombre d'années, comme quoi, oui, je suis d'accord, c'est important de respecter les conduites à tenir. Et en plus, cette approbation, elle est particulièrement solide. Vous voyez aussi que le tout à fait d'accord est très fort, hein. On est aux alentours des 2/3 à chaque fois. C'est vraiment quelque chose de solide. Donc, sur le principe, oui, bien sûr, il est important de respecter les consignes à tenir. Et d'ailleurs, on les connaît plutôt bien. En tout cas, avaler un comprimé d'iode, écouter la radio, se mettre à l'abri, c'est intégré auprès de nos riverains proches, et c'est de mieux en mieux intégré auprès de nos riverains éloignés. Le point évidemment très sensible, vous en avez parlé, de ne pas aller chercher ses enfants à l'école, reste là. Il y a la moitié qui ont intégré, en tout cas, du moins psychologiquement, ce point, mais vous voyez que ça ne vient pas spontanément. Et on a aussi des gens qui se trompent sur le fait de ne pas devoir quitter la zone, puisque vous en avez quand même encore 25% chez les riverains proches qui disent que si, on doit quitter la zone. Et là, on est à près de la moitié parmi les riverains éloignés, qui pensent que c'est le cas. Mais bon, globalement, on voit bien que, en tout cas, sur les 3 grandes premières conduites à prendre, on est plutôt bon. Et puis, ce sont des conduites qu'on connaît et que on accepte plutôt bien sur les 2 premiers, mais pas sur le fait d'aller chercher ses enfants à l'école. On en a déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais je pense que ce résultat ne vous étonnera pas tellement. Ce qui est assez intéressant de constater ici, c'est la baisse qu'on constate auprès des riverains proches, parce que vous voyez que ne pas aller chercher ses enfants à l'école, c'était quelque chose qui en 2016 était bien intégré, bien accepté, en tout cas au moins pour 6 sur 10, et alors qu'aujourd'hui on est à moins de 1 sur 2. Et ce qu'on va constater, c'est qu'il y a vraiment un manque d'information qui perdure, parce que ça fait quelques années qu'on s'en aperçoit, en tout cas depuis qu'on pose ces questions-là dans le baromètre, et voir qu'il va s'intensifier, notamment auprès de nos riverains proches. Alors vous voyez là, on a des chiffres qui me semblent particulièrement parlants. Quand on leur demande « est-ce que vous vous sentez bien informé sur la sûreté nucléaire ?» Eh bien vous voyez en fait que c'est une minorité. Alors que le grand public se sente peu informé sur la sûreté nucléaire, c'est une chose. Mais quand on regarde nos riverains, et notamment nos riverains proches, là on n'est qu'à 1 sur 3 qui a le sentiment d'être bien informé sur la sûreté nucléaire. Et là encore, on est plutôt, vous voyez, sur une courbe descendante, et on est plutôt stable, et finalement pas si loin que ça en ce qui concerne nos riverains éloignés. Et ce sentiment de manque d'information, il est à plusieurs niveaux, hein. Il est à la fois sur les risques liés au fait d'habiter à proximité d'une centrale nucléaire, où là aussi finalement, si on regarde nos riverains
nos riverains proches, on est aujourd'hui à moins de 1 sur 2. Vous voyez la petite flèche en rouge, ça montre que c'est significatif. On était à 53% en 2021, on est passé à 42% en 2022, donc c'est vraiment une baisse significative. Et vous voyez qu'il y a 2 baisses significatives auprès de cette cible, donc on n'est pas sur des chiffres très élevés, et en plus, on est en baisse, et encore une fois, sur les précautions à prendre en cas d'accident, en 2017, on était à 66%, aujourd'hui, on est à moins de la moitié. Et toujours pour continuer sur cette thématique, on voit aussi que finalement, il n'y a aucun acteur qui émerge pour sa capacité à informer sur le risque et la sûreté de la centrale. Quand on leur demande, parmi les acteurs suivants, est-ce que vous avez l'impression que chacun d'entre eux... Ça marche ou pas? Oui. Ça marche, pardon. Vous informe bien ou mal sur le risque et la sûreté de la centrale, et ben vous voyez que là, on est sur des chiffres très faibles. Hein. Là, on est largement en dessous des 50%. On est aux alentours d'un quart sur l'exploitant de la centrale, aux alentours d'un quart sur les médias locaux, et à peu près entre un quart et un tiers pour le maire. Et là, encore une fois, vous voyez que, en ce qui concerne nos riverains proches, on est plutôt sur une courbe descendante, sur une tendance descendante. Et même chose sur les autres acteurs, sur les CLI, sur la SN, au niveau du préfet aussi, on est sur des niveaux de qualité d'information qui sont particulièrement faibles. Mais vous voyez aussi que c'est quelque chose qui perdure. Et enfin, de façon plus globale, on a aussi une fragilisation de la confiance dans les différents acteurs du secteur, de la filière. Alors, vous savez, on est dans un contexte français où on sait aussi que en France, on est plus méfiant, on l'a vu dans plein d'études et quand on compare par rapport aux autres pays européens, de façon générale, par rapport aux institutions, les Français sont particulièrement méfiants. Néanmoins, on est dans ce contexte-là et c'est une explication, mais ça n'empêche que le sentiment, il est là. Et quand on leur demande, est-ce que chacun des acteurs suivants vous donnerait l'information la plus fiable possible s'il y avait un accident nucléaire grave en France, vous voyez que c'est assez compliqué parce qu'on a les acteurs associatifs et les ONG qui ressortent aux alentours de 2 tiers. C'est pas non plus dithyrambique. Pourquoi je dis que c'est pas dithyrambique? Parce que vous voyez que c'est généralement oui probablement, alors que le oui certainement est relativement faible. Vous voyez, la partie en bleu foncé est assez faible par rapport à notre total oui. Donc on a d'abord les acteurs associatifs, ensuite on va avoir l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, et les élus locaux et l'opérateur qui sont aux alentours de la moitié. Et en dessous, à moins de la moitié, on va avoir l'État, les médias et les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que ça se décompose. Avec, encore une fois, c'est assez intéressant de voir que nos riverains éloignés sont un peu plus confiants que les riverains proches. Vous voyez qu'on a quand même des écarts souvent de 10 points entre les deux populations. Et quand on leur demande... là je voulais regarder les évolutions. Donc si on regarde les évolutions par rapport... est-ce qu'on aurait confiance dans les décisions et recommandations de la SN et des différents autres acteurs locaux, opérateurs de la centrale, etc. Eh ben, vous voyez que là aussi, on a plutôt des courbes alors qui sont sur les décisions qui sont plus élevées sur l'ASN, les acteurs locaux et l'opérateur de la centrale, la défiance vis-à-vis du gouvernement, la défiance aussi vis-à-vis des riverains de la centrale. Ce point, il est très intéressant parce que en général, quand on pose ce genre de questions, on demande aux gens quelle attitude vous adopteriez? En général, ils disent, moi j'adopterais la bonne attitude, mais mes voisins, eux, ils vont pas adopter la bonne attitude. Et ça, souvent, on pose la question comme ça parce que, en fait, quand on parle des voisins, finalement, on parle de soi-même. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire que quand on regarde le comportement des riverains de la centrale, c'est pas seulement de la défiance vis-à-vis des autres, c'est finalement être capable de dire un petit peu plus la vérité. Et puis, donc là, ce qu'on voit aussi à travers ces résultats, c'est que là encore, vous voyez, il y a toujours cette espèce d'effet un peu ciseau où on voit que auprès des riverains éloignés, ça augmente. Il y a eu de plus en plus probablement d'informations depuis qu'ils ont été intégrés dans les PPI, alors que on a les riverains proches sur lesquels on a plutôt une courbe descendante. Et enfin, dernier élément.
le niveau de confiance dans les pouvoirs publics pour gérer la situation en cas d'accident, vous voyez qu'il est faible. On est toujours à moins de la moitié. Ça décolle pas depuis un certain nombre d'années. Et encore une fois, on est sur, quand on est d'accord, on est plutôt d'accord. Hein. Le niveau, il est pas, l'approbation est pas très très ferme, et ce, quelle que soit finalement la population. Donc une fois qu'on vous a montré tous ces résultats, ce qui nous semble important de retenir à travers tout ça, c'est que effectivement aujourd'hui on est en plus dans un contexte extrêmement favorable au nucléaire. En tout cas, c'est le contexte le plus favorable au nucléaire qu'on ait eu depuis un certain nombre d'années. Et donc l'enjeu d'information auprès des riverains, il est crucial. Il est vraiment particulièrement crucial pour entretenir un climat de confiance, d'autant qu'on est vraiment dans ce contexte favorable. Hein, donc c'est encore plus important, me semble-t-il, et probablement aussi en allant au-delà de la connaissance des conduites à tenir en cas d'alerte, et voilà, d'aller, qui se sentent peut-être plus impliqués, informés sur le contexte général. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup Fabienne Cadenas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur, tout au fond. Est-ce que vous pouvez donner un micro, s'il vous plaît? Ouais. Oui, bonjour. Donc, Patrick Maupin, France Nature Environnement et membre du bureau de l'Anccli. Je profite justement de ce sondage qui a été réalisé par Kantar Public. Alors, ça rebondit sur des questions qui ont été posées tout à l'heure, je suis désolé. Nous, on a une contribution FNE que j'ai en papier ici, dont j'ai fait une vingtaine d'exemplaires parce que effectivement, il y a quand même un coût carbone et ça nous est tous pénible, n'est-ce pas, de trop utiliser le carbone. Simplement deux, trois faits dans cette contribution. Donc, on rappelle évidemment l'évidence de faire partager la culture du risque. Simplement, on rappelle un certain nombre de faits précis qui se sont déroulés depuis l'organisation des exercices de crise. Alors très rapidement, il y a par exemple, même s'il y a eu l'extension de 10 à 20 km du périmètre des PPI, je rappelle que l'évacuation à Fukushima, c'était jusqu'à 30 km, et que M. Pierre-Franck Chevet, ancien président de l'ASN, avait indiqué à l'Assemblée nationale en juillet 2013 l'impact de l'accident de Fukushima s'étend à 80 km autour de la centrale. Il faut transposer cette réalité au contexte de certaines régions européennes. Sur les exercices de crise autour des centrales et qui se déroulent tous les 5 ans, certains sont simulés sans aucune participation des populations. Alors après, comment peut-on demander est-ce que la population est prête? Vous avez la réponse dans la question. Ni mise en route des sirènes d'alerte, quand pour autant il y a des sirènes d'alerte, comme par exemple à Chaux dans le dernier exercice d'alerte, où un certain nombre de communes qui n'ont toujours pas sirène d'alerte qui leur avait été normalement promise par l'État. Certains exercices de crise avec un faible périmètre de participation des populations et des établissements scolaires très peu sensibilisés. Par exemple, l'exercice de crise du Blayais, je le sais puisque j'étais, 2 classes évacuées, alors qu'il y avait une quinzaine de classes ou une vingtaine même qui étaient concernées. S'agissant évidemment des distributions de pastilles d'iode, comme tout le monde le sait, ça a été mis en œuvre sur la base de fichiers commerciaux dont le résultat officiel pour la dernière opération de 2019, commenté par l'Anccli, était de dire qu'avec un taux d'échec de 75%, le bilan est rude. Alors, il y a des moyens d'alerte non fiables. On vient de parler de FR Alerte. Il se trouve que, par exemple, lors du dernier exercice de crise à Golfech, la moitié des personnes qui étaient dans la salle de commande de la préfecture n'ont pas reçu ce message d'alerte. Et des gens qui étaient dans le même domicile et qui étaient donc abonnés au même opérateur, l'un l'a reçu, l'autre non. Ensuite, pour finir sur le soutien de l'État, sur les infrastructures d'alerte pour les communes, bilan et recensement de la préfecture de Gironde en 2019 concernant les 80 communes du PPI. Sur 33 communes de Gironde sur 57 ne disposent pas d'une sirène et les 23 communes concernées de la Charente-Maritime n'en disposent pas non plus. Alors, je suis désolé,
heureusement, il y a un représentant de l'État, monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur a le courage d'être là, puisque depuis ce matin, on pose des questions où il n'y a pas de représentant de l'État. En même temps, vous ne posez pas toujours les questions au bon moment. Là, on n'est plus du tout sur le même sujet. On était sur l'état de l'opinion. Pas de souci. Et donc, effectivement, nous, on pose la question, quand l'État aura-t-il le courage d'assumer réellement sa mission de protection des populations? Et je vous demanderai à ce que cette contribution des FNE soit inclue dans le compte-rendu qui sera fait de cette journée. Merci à vous. Si monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur a une réponse, je suis tout oui. Ah bah, il veut bien. Alors... Je vais répondre à quelques éléments de réponse que vous questionnez. Oui, l'État prépare les territoires, comme je l'ai indiqué. Il y a un certain nombre d'instructions qui sont aujourd'hui transmises au préfet pour engager un certain nombre d'organisations, que ce soit des éléments de planification hors sec, des éléments de plan particulier d'intervention qui permettent de mettre en place un certain nombre de mesures autour des CNPE, si on ne parle que de ces centrales nucléaires, mais tous les sites nucléaires aujourd'hui font l'objet d'une attention particulière avec un plan particulier pour permettre de mettre en place des mesures pour protéger les populations. Donc ça, c'est quelque chose qui est organisé, qui est planifié dans le cadre d'un plan gouvernemental au risque radiologique. Donc ça, c'est un élément important, c'est la planification, c'est l'anticipation. C'est un élément également qui est essentiel, qui est celui de l'alerte des populations que vous avez évoqué. Et comme vous le savez, vous l'avez cité, l'outil qui est FR Alert, aujourd'hui est un outil d'alerte des populations qui permet de notifier à chaque personne via son téléphone portable une notification sonore, mais également une notification avec les consignes comportementales adoptées en cas d'événement majeur. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est opérationnel sur le territoire national, métropolitain aujourd'hui. Alors certes, il y a encore quelques éléments. Vous citez les téléphones portables des collaborateurs des agents de préfecture, parce qu'il faut savoir que les agents en COD sont des agents du ministère de l'Intérieur. Ils ont des téléphones qui ne sont pas les mêmes que le grand public, qui sont bridés avec un certain nombre de fonctionnalités qui ne permettent pas la réception de ces messages. En tout cas, pas si on ne débride pas cette configuration-là. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis effectivement, il y a aussi des éléments. Les téléphones portables... Aujourd'hui, la diffusion cellulaire, qui est la technologie qui est utilisée pour la notification de ces messages, c'est uniquement pour les téléphones compatibles 4e et 5e génération. Les téléphones 2 et 3e génération, ce sont des téléphones qui recevront les alertes, FR Alert, via des LBSMS qu'on appelle géolocalisés. Et ça interviendra à partir du mois de décembre de l'année 2023. Donc c'est dans quelques jours maintenant que le dispositif sera opérationnel. Donc FR Alert couvrira l'ensemble du parc des téléphones mobiles, 2e, 3e, 4e et 5e génération, sur le territoire métropolitain pour la fin de l'année 2023 pour l'ensemble des technologies. Vous évoquez un point qui est également essentiel, c'est le sujet de l'application des élus. Les élus, la loi Matras du 21 novembre 2021 a fait évoluer un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires, parmi lesquelles il y a l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde qui a été actualisé, dans lequel on demande un certain nombre d'éléments, et notamment la réalisation régulière d'exercices et d'impliquer la population. L'implication de la population, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un élément essentiel. Donc, lorsque le préfet met en place un exercice avec des scénarios qui sont construits avec l'exploitant nucléaire, forcément, il y a à faire jouer les élus locaux, il y a à faire jouer les activités économiques potentielles qui sont sous le panache du scénario retenu, et puis les établissements scolaires et la population. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit en lien avec la préfecture, de manière à faire en sorte que, localement, il y ait un entraînement des populations, quels que soient les acteurs associés à cet exercice-là. Donc c'est un élément qui me semble essentiel par rapport à tout ça. Dernier point que vous évoquez, ce qui est le sujet des pastilles d'iode. La campagne de distribution préventive est une campagne, comme vous le savez, qui a été lancée en 2015 pour le rayon 0-10 km, qui a été complétée dès lors qu'il y a eu l'extension avec le retour d'expérience post-Fukushima qui a fait 10-20 km. Donc il y a eu 2 campagnes qui a emmené jusqu'en 2022, parce que les compromis ont une caducité de 7 ans. Maintenant, l'extension de cette durée a été étendue jusqu'à 10 ans. Donc, les comprimés ont une durée de vie jusqu'à 10 ans. Et le gouvernement prépare une campagne de distribution préventive dans les mois qui arrivent là, qui va permettre de couvrir l'ensemble des centrales nucléaires, mais également les sites militaires qui ont des PPI nucléaires, et ça va être lancé dans les prochaines semaines. Merci, monsieur. Alors, une question pour Fabienne Cadena, qui est tombée entre-temps.
qui vous demande ce que vaut le sondage concernant l'avis favorable sur le nucléaire, sachant qu'une population s'estime mal informée pour les 2/3. Ce paradoxe. Ce paradoxe. En fait, je pense que c'est pas vraiment un paradoxe. Je pense qu'on est vraiment dans un contexte général aujourd'hui où, de toute façon, il y a eu un retour en grâce du nucléaire qui a essaimé partout et avec vraiment ce sentiment au sein de la population française que le nucléaire a du bon aujourd'hui. Alors, il faut être prudent, etc. Mais c'est un gage d'indépendance énergétique pour le pays. C'est un gage aussi de maîtrise des prix. Vous savez aussi bien que moi tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et il y a un an, on y disait attention, on risque d'avoir des coupures d'électricité. Il faut faire des économies d'électricité, l'augmentation des prix, etc. Et donc tout ça a fait que dans la population aujourd'hui, pas que dans la population, dans les médias, dans les politiques aussi, le nucléaire est quelque chose qui est tout à fait acceptable et qui est même considéré comme l'avenir de l'énergie en France. À cela s'ajoute le changement climatique et où on commence aussi à comprendre que en tout cas ça commence, j'ai pas de chiffres pour l'étayer, mais pour le coup on voit que ça arrive, c'est que c'est zéro émission de CO2 et que là aussi avec notamment les interventions de monsieur Jancovici et de ses prises de posture, tout ça fait que dans la population générale les opinions bougent. Voilà, donc auprès de la population générale et auprès évidemment de nos riverains d'INB. Ça, c'est le contexte général. Il n'empêche que, pour nos riverains d'INB, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont plus convaincus aujourd'hui, déjà ils étaient pas mal convaincus avant, mais encore plus convaincus aujourd'hui des bénéfices, de l'utilité du nucléaire, qu'ils se sentent bien informés. Je dirais même qu'aujourd'hui, peut-être les responsabilités sont encore plus grandes qu'avant. À partir du moment où il y a des attentes qui sont plus fortes à l'égard du nucléaire, je pense que les responsabilités d'information sont encore plus importantes parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Et voilà, il y a des attentes. Donc pour moi, c'est pas du tout une contradiction. Ça ne remet pas en cause les résultats. Ça ne remet pas en cause les résultats et c'est surtout, aujourd'hui, je pense que c'est bien, mais je n'en sais pas assez. Et comment je vais gérer aussi par rapport au risque, parce que c'est bien, mais je sais qu'il y a un risque et j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. Voilà, pour moi, c'est pas du tout antinomique. Sachant que l'indépendance, c'est un mensonge. Énorme. Alors, on avait une deuxième question, sauf si vous voulez... doucement, monsieur. Attention. Allez, carton rouge. 5 minutes. Levez-vous, madame. Oui, pardon. Madame Boucher. Pardon. Je parle fort quand même. Alors, pour l'extraction, d'abord, en Afrique, au Kazakhstan, en Canada. Pour le transport, toute cette extraction de l'uranium est emmenée à Narbonne. Ne demandez pas aux habitants de Narbonne ce qu'ils en pensent. Il y a une affaire en justice sur cette question-là. Ensuite, une fois que l'uranium est enrichi, on l'emmène dans les différentes centrales nucléaires. Transport, tout ça c'est du CO2 qui s'en va dans l'air. D'accord ? C'est vrai que la production d'électricité est décarbonée sur place. Je suis d'accord avec vous, mais on oublie qu'après, il y a des déchets qui sont transportés à La Hague et qu'on essaye de construire Bure pour pouvoir déposer les déchets ultimes. Voilà. Et donc, ne disons pas que l'énergie nucléaire est décarbonée. C'est pas vrai. Il y a tout ce qui se passe aux alentours. Très bien. J'entends tout à fait ce que vous dites. Pardon si vous avez pensé que mes propos n'étaient pas neutres. Ils sont tout à fait neutres. Je vous dis, moi je suis sur l'opinion. Qu'est-ce que l'opinion des Français est ? Et je vous la traduis. Voilà. Et qu'aujourd'hui, les messages que les Français reçoivent et qu'ils ont intégrés, c'est que le nucléaire est une énergie plus décarbonée que les autres.
Voilà, donc après, les discours de spécialistes, je les entends tout à fait, mais là, on est sur l'opinion des Français qui ne sont pas des spécialistes. Voilà, donc moi, je n'émets pas d'avis personnel là-dessus, je ne fais que vous retranscrire les opinions. Alors, une dernière question. Fabienne Cana. Bonjour, Francis Panlon, président donc, de la CLI Écrin-Malvézy à Narbonne. Vous nous avez présenté un tableau pour moi qui est assez décourageant, en fait. Parce que vous avez en effet, vous présentez une opinion plutôt favorable des Français au nucléaire, je l'entends, versus une défiance et un manque de communication. Donc très clairement, ce qu'on réalise, nous, CLI, ne pénètre pas la population. Par contre, les campagnes de communication positive, de publicité, elles, font en effet qu'il y a une adhésion à l'obligation d'aller sur le nucléaire. Je pose la question là, en fait, des moyens mis à disposition de nous, CLI, acteurs de cette transparence sur la sécurité nucléaire, pour inverser en fait ces tendances, pour que ces tendances en fait de positif à la limite de l'opinion nucléaire aillent aussi dans le positif sur la question de la connaissance des risques. Voilà, donc c'est réellement une question de moyens. Et là, en effet, je suis déçu de ne pas avoir de personnes en responsabilité qui puissent nous répondre là-dessus, sur la question en effet des moyens mis à disposition des CLI et d'inverser en effet ces campagnes de publicité. Merci beaucoup. Alors, oui. Ah, il y a encore une dernière question. Bon. Oui. Alors là, ça marche là ? Ça marche pas. Est-ce que, Fabienne Cana, on pourra avoir accès à votre présentation ? C'est une question par SMS, question pratique. Où est-ce qu'on peut la trouver sur... Et elle sera mise... Elle n'est pas sur Internet. D'accord, mais vous pouvez la mettre sur le site de la conférence des CLI. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, une dernière question vraiment, parce que après vous allez repartir et fera nuit. Ça passe là ? C'est pas vraiment une question, c'est aussi une remarque. Je dirais que le matraquage pour le nucléaire a été bien fait. Quand M. Macron dit « j'adore la bagnole », soi-disant électrique, ça veut dire continuer de consommer, surtout de l'électricité, et pour ne pas en manquer, on va faire du nucléaire. On entend ça à longueur de temps sur les radios. Moi, j'écoute beaucoup la radio, et c'est vraiment des messages qui sont même entretenus, je sais pas, par les journalistes qui prennent position, enfin pour moi, en faveur les enfants. Par exemple, autour de moi, il y a un enfant qui me dit « mais comment on va faire s'il n'y a pas de nucléaire ?» Alors je ne vois pas comment il a eu ça, quoi. Enfin bon. Ensuite, pour revenir à la position de Madame de la CLI de Palluel-Panly, là. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on nous a proposé tout à l'heure comme solution face à l'accident, c'est-à-dire écouter la radio, se déplacer, enfin ne pas se déplacer, rester confiné, écouter, etc., c'est très bien. Je veux dire, pour réagir, ça a été fait après les accidents de Fukushima, enfin de Tchernobyl et de Fukushima. Très bien. Mais pourquoi ? Enfin, moi, ça me révolte de savoir qu'avec tous ces risques qui sont quand même très dangereux, on continue à développer, à vouloir dire que le nucléaire est la seule façon de produire de l'énergie. Alors que, par exemple, Negawatt a dit que c'était possible de construire un scénario sans nucléaire. Mais on ne l'écoute pas. Je veux dire, ici, il y a beaucoup de gens qui vivent du nucléaire, qui sont pro-nucléaire. Il y en a aussi qui ne sont pas pro-nucléaire. Et voilà, moi, je trouve ça dramatique de savoir qu'on vit avec des gens qui sont pour le nucléaire, alors que c'est dangereux. On connaît tous les dangers. Avant, on nous disait qu'il n'y avait pas de danger. Maintenant, on est obligé de les prendre en compte. Mais on continue à ça. Ça fait vraiment
Enfin, on continue de dire que c'est la solution, alors qu'il y en a d'autres. Et pourquoi pas mettre toute cette intelligence au service d'autres énergies, si on Parfait. en sortait. Merci Oui. madame, je pense qu'on vous a entendu. On va aller voir notre facilitateur graphique, Frédéric de Bailleul, pour voir ce qu'il a retenu de ce sondage. Alors, donc, où est-ce que ça se cache? Informer, impliquer, les approches à l'étranger, la responsabilité partagée. Et on y vient sur donc les démarches territoriales inspirantes, qui va justement être notre prochain sujet. Merci beaucoup Fabienne Canna pour nous avoir partagé cet état de l'opinion.